Donc, du Donc, coup, falloir que je refasse mon petit laïus alors. non. Donc, avec l'ensemble des membres du réseau, on vous souhaite la bienvenue, de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire qu'on organise depuis la création du réseau en novembre dernier. La thématique, donc le budget participatif face aux enjeux de communication dématérialisée, c'était une volonté très forte, en tout cas, qui nous a été remontée, de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Donc ensemble, voilà, on sera ensemble là jusqu'à 14 h pour ce temps d'échange et on a inscrit 3 points à l'ordre du jour. D'abord, un premier temps tour d'écran pour mieux se connaître, en fait, avec quelques questions un peu précises pour savoir chacun d'entre nous où on en est. Un petit temps d'échange ensuite un peu plus concret sur les questions qu'on se pose, voilà, sur ces questions de communication dématérialisée. Et puis après, on vous donnera aussi une série d'infos plutôt pratiques sur l'espace collaboratif du Padlet et puis sur le calendrier des événements à venir. Pourquoi on a fait le choix de cette thématique? Donc, communiquer sur le budget participatif, ça fait vraiment partie intégrante de la démarche, que ce soit en ligne ou sur le terrain. Et la communication, elle va conditionner évidemment pour partie l'adhésion et la participation des citoyens au dispositif. Donc, on prend 3 enjeux. Finalement, il y a informer les habitants sur la démarche, mais aussi tout au long de la démarche, depuis l'appel à projet jusqu'à la réalisation. Donner aux habitants l'envie de s'impliquer et aussi valoriser l'initiative de la collectivité. Donc, il y a forcément multiples canaux de communication. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur la communication en ligne avec tous les défis que cela comporte. Donc, on a identifié, et ça va être l'objet de nos échanges, quels sont les codes, les méthodes, les outils pour bien communiquer, mobiliser, faire participer les différents publics et surtout, et aussi, quelles questions se posent en termes de ressources humaines sur voilà, le volet de la communication numérique. Donc, c'est vraiment un webinaire qu'on veut sur la base d'échanges. On n'est pas sur un volet formation. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur nos expériences, tirer les bonnes pratiques et éviter les écueils. Donc, voilà un peu pour poser le cadre du temps d'échange. Je pense que tout le monde l'a bien en tête, mais effectivement, on coupe nos micros pour qu'on puisse s'entendre, ça c'est bien. Si vous voulez poser une question, vous avez en haut de l'écran une petite icône avec lever la main, ou sinon vous avez le chat aussi, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus participatif possible. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on vous propose de refaire un petit tour d'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon pour vous. Donc, on voudrait savoir un peu là où chacun d'entre nous en est et on a listé une série de questions. Donc, est-ce que votre collectivité a bien un site internet? Est-ce qu'elle a une plateforme numérique de participation citoyenne? Est-ce qu'elle est du coup, c'est une plateforme privée ou est-ce que vous la déployez plutôt en interne? Est-ce que votre collectivité a des réseaux sociaux et est-ce qu'elle les utilise pour le budget participatif? Est-ce qu'il y a vraiment un réseau social uniquement dédié au budget participatif? Et savoir si votre collectivité allie le présentiel et le numérique dans tout ou partie des phases du dispositif. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à répondre pour qu'on fasse ce petit tour d'écran? Patrick, on vous laisse prendre la main. Allez-y, Patrick. On ne vous entend pas? Du coup, je peux prendre le relais parce que comme c'est mon collègue, s'il me fait en langue des signes, je vais pouvoir le traduire au fur et à mesure si vous voulez. Alors, Patrick me dit que…
La collectivité, alors nous à Bière, donc on est basé à côté de Pau, dans le 64, commune d'environ 14 000 habitants pour recentrer un peu. Donc la collectivité, oui, dispose d'un site internet. On n'a pas de plateforme numérique à ce jour parce que c'est trop onéreux pour la collectivité. On n'est pas fermé à la rencontre notamment d'entreprises qui en proposent, mais pour l'instant c'est trop cher pour nous. Est-ce qu'on a des réseaux sociaux? Oui. Tout ce qui est Facebook et Insta. Pas propre au BP, ça a été le cas un temps. On avait une page Facebook propre au budget participatif. On l'a pas maintenu. On recentralise tout en fait sur le Facebook de la ville pour être cohérent au niveau de la com. Et ensuite, la dernière question. En fait, je ne comprends pas quelle est votre attente sur la dernière question. C'est de savoir si vous avez forcément la communication dématérialisée, mais est-ce que vous utilisez aussi tout ce qui est format papier? Là, on n'est que sur le numérique, mais du coup, est-ce que dans le déploiement du dispositif, vous avez les deux? Est-ce que vous permettez aux gens de voter en ligne, de déposer des projets en ligne? Oui. Ça, on le fait du coup via le site de la ville, sur un questionnaire, un formulaire classique en fait qu'on met en ligne sur le site internet. D'accord. Notamment des maths. Après, par contre, on a toute une com papier aussi et via notamment le bulletin municipal, le Bière Magazine. Quoi. Donc pour le dépôt et pour le vote des projets. Ouais, c'est ça. D'accord. Dépôt et vote des projets, on propose les deux, avec beaucoup moins de support papier qu'avant, parce qu'on voit que le numérique quand même marche pas trop mal. Mais on propose encore les deux et les deux fonctionnent. D'accord, merci. Patrick, tu as retrouvé du son? Non, bon. Nathalie, tu veux prendre la main du coup? Oui, donc Albi, préfecture, 50 000 habitants. On prépare notre deuxième budget participatif. 2 budgets participatifs sur le mandat de 500 000 € chacun. Donc un en 2022, un en 2024. Donc on a un site internet, on a une plateforme numérique de participation citoyenne que l'on avait déjà, mais que pour autre chose, c'était pas pour le budget participatif et donc on l'a réactualisé sur la participation citoyenne. On est chez Cap Collectif. Votre collectivité, oui, on mobilise les réseaux sociaux. Ils ne sont pas uniquement pour le budget participatif, ce sont la communication de la ville qui fait donc la mobilisation. Nous allions complètement le présentiel et le numérique. Nous avons un minibus que nous avons réactualisé et qui va dans la ville et dans les quartiers, et notamment les quartiers prioritaires, pour aider au dépôt d'idées, aussi au vote, et aussi pendant la campagne qui précède le vote. Voilà. Et ensuite, au niveau des votes, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de papier et 1 tiers de numérique. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que les jeunes qui votent en numérique. Au contraire, les jeunes, ils veulent les papiers. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ici, en tout cas, ils veulent le papier. Voilà, donc nous allions les deux. Et est-ce que sur les réseaux sociaux que Albi mobilise, il y en a un qui est plus plébiscité que l'autre, ou utilisé en tout cas? Non, les deux. C'est du Facebook, Instagram et voilà. Twitter, j'imagine? Voilà, c'est ça, les trois, je veux dire, oui. Ok, ça marche, merci. Julien? Stéphane, je crois. J'étais en... Pardon, Stéphane. Il y a eu du monde avant, en fait. Oui, alors, bon, Rennes vient de clore notre 6e saison du budget participatif, hein, c'est 3,5 millions d'euros. Et en fait, je viens partager une expérience toute fraîche puisque les votes se sont clos la semaine dernière, enfin la semaine d'avant.
Et en fait, on a été jusqu'à 16 000 participants lors de la saison 5, hein, avec une majorité de participants numériques pour le vote. Et là, on a chuté complètement, puisqu'aujourd'hui, il y a eu que 4 000 votants au total. Donc, c'est une chute importante de la participation, et ça rejoint un peu ce que disait Stéphane Combes. En fait, nous, on utilise le numérique depuis le début en fait, de la saison 1 avec une plateforme qui est dédiée à la participation citoyenne pour la ville et aujourd'hui pour la métropole. Dans les éléments de bilan qu'on va partager très vite, on a l'impression effectivement que le numérique est en perte de vitesse en fait dans cette démarche, et que c'est bien les démarches en présentiel et papier qui sont les plus plébiscitées, hein. Là, on a vu une augmentation forte du vote papier notamment. Sur l'utilisation du numérique, il faut savoir qu'il y a une identité générale sur tout ce qui est participation citoyenne à Rennes, c'est la fabrique citoyenne, que cette fabrique citoyenne a son identité propre, donc on a des réseaux Twitter, Facebook qu'on alimente nous-mêmes. Mais il y a aussi, on utilise aussi le Twitter, le Facebook de la collectivité, avec un petit peu de YouTube, mais qu'on voit, moi j'ai l'impression d'un décrochage en n'utilisant que ces deux outils, Twitter et Facebook, et que et on a certainement à tout reprendre pour être présent beaucoup plus sur l'ensemble des réseaux sociaux, y compris Insta, TikTok, et je pense on sent qu'on est à la croisée des chemins et qu'on va avoir besoin de revoir complètement la façon de communiquer numérique ou papier. Merci. Julien? Je pense que c'était à moi. C'était Aude. Décidément, j'ai pas de chance. Oui, et je me permets, Julien, de passer avant, parce que je risque de devoir vous quitter assez rapidement. Rebonjour à toutes et tous. Donc, je suis Aude Brunet et je suis donc à la ville de Tours. On en est actuellement à notre 2e édition. On vient de clore la phase de dépôt des idées sur la 2e édition. Et alors, du coup, on a bien un site internet sur la ville et on a également une plateforme numérique. On est chez Open Source Politics pour notre part. Les réseaux sociaux. Alors, on a évidemment des réseaux sociaux ville. On a utilisé les 3 réseaux sociaux qui ont déjà été cités pour les autres expériences, donc Facebook, Instagram, Twitter, sachant que Twitter, il est plutôt utilisé pas tellement pour le budget participatif, c'est plutôt pour les relations presse, etc. Donc, c'est principalement pour nous le Facebook Ville et l'Instagram Ville. On n'en a pas en propre au niveau du budget participatif. Et là, pour le coup, on a vraiment étudié l'impact dès qu'il y avait une publication qui était faite par les réseaux sociaux de la ville, sur les réseaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram, et l'impact sur les votes numériques. Et pour le coup, ça a été hyper clair à chaque fois. On a à chaque fois une montée importante des votes numériques au moment des publications. Voilà, nous en tout cas chez nous, on a mesuré un impact vraiment évident et très très clair des publications qui étaient faites sur les réseaux sociaux de la ville. Alors le présentiel et le numérique, oui. Alors on a les deux. On a le dépôt des projets, il se fait en ligne, mais on accompagne, comme je ne sais plus, Albi, je crois, on accompagne aussi dans tous les quartiers les habitants qui souhaitent déposer des projets, où moi je me déplace avec mon petit ordinateur et voilà, avec les collègues. Mais le dépôt, il se fait en ligne. Par contre, les votes, en fait, ils peuvent être soit en numérique, soit en vote papier. Et nous, sur le rapport, le pourcentage sur la première édition, on était à 40% de papier et 60% de numérique. Voilà. Ça marche. Merci. Hélène, je peux me permettre? Oui. Oui. Oui, excusez-moi, j'avais juste une question. Comment vous faites pour gérer le possible doublon de vote entre le vote papier et le vote numérique? Alors, à Tours, ça a été une vraie question longtemps débattue par l'équipe municipale et le comité de suivi.
avant le lancement de la première édition. Et en fait, on a assumé qu'il pouvait y avoir des doublons. On a mis en place des cahiers d'émargement sur chaque bureau de vote papier. Et dès qu'on fait des bureaux de vote mobile papier, donc il y a un cahier d'émargement avec une petite signature, avec un engagement sur l'honneur de ne voter qu'une fois. Mais clairement, il y a la possibilité de pouvoir voter plusieurs fois. Pour éviter le phénomène bourrage d'urne, on a mis en place une modalité de vote où on ne peut pas voter pour moins de 5 projets, donc c'est entre 5 et 10 projets. Et donc, du coup, forcément, même si on veut un petit peu bourrer les urnes pour un projet, on est obligé d'en faire bénéficier de toute façon 4 autres si on veut que le vote ne soit pas nul. Donc, voilà, il y a des petits garde-fous comme ça. Il y en a d'autres certainement qu'on peut imaginer. Mais effectivement, ça a été un des éléments qui a été réfléchi et assumé dès le départ. L'objectif était d'ouvrir au maximum la participation et de faire voter aussi ceux qui éventuellement ne voteraient pas s'il n'y avait pas ce vote papier. Et je rejoins Albi, je crois encore, c'est sur le vote des jeunes. Les jeunes, ils votent sur les bulletins papier. Oui. Si je peux me permettre, je vous coupe parce que je vois le temps, je vois le temps qui file. Moi, je propose que cette thématique vote à part entière puisse être traitée dans un autre temps d'échange webinaire. Parce que du coup, on s'extrait un peu de la thématique qui nous rassemblait pour le coup aujourd'hui, même s'il y a effectivement des liens, mais on peut se le noter pour une thématique de webinaire spécifiquement sur le vote, si ça vous convient. Oui, très bien. Oui. Ok, pas de souci. Donc, cette fois, si je ne me trompe pas, c'est bien à Julien de prendre la parole. Je suis attendu. Alors, bon, nous, c'est le premier budget participatif de Loire-Atlantique. Donc, je suis arrivé récemment. Donc, bon, voilà. Donc, on a un site internet, on a une plateforme numérique de participation citoyenne sous DCDIM. Donc, voilà. La collectivité a mobilisé les réseaux sociaux, notamment lors de la phase de dépôt, et on va le reproduire encore là dans la phase de vote qui aura lieu en octobre, en utilisant tous les réseaux sociaux, parce que chaque réseau social a une population dédiée, et notamment les jeunes, où il y a un effort qui a été fait avec TikTok, Snapchat, Instagram, pour avoir pas du tout la même communication. On a eu un retour du fait que c'est pas les mêmes types, les mêmes clés de communication, et donc on a des vidéos. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Pour la plateforme, il n'y a pas de possibilité de chat autre mesure, mais c'est une des questions qui va se poser par la suite. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est du phygital. C'est-à-dire qu'on a le vote numérique, bien entendu, mais aussi un accompagnement physique pour les publics les plus éloignés. Et en utilisant, on est en train de voir pour essayer d'utiliser les médiateurs du numérique pour pouvoir nous aider dans cette démarche-là sur tout le département. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à toutes les questions. Si, parfaitement. Lucie, je crois. Lucie, c'est ça. Oui. Alors du coup, pour Soissons, nous, oui, notre collectivité a un site internet et la plateforme numérique de participation citoyenne qu'on utilise, c'est Cap Collectif. C'est un peu l'inverse d'Albi, il me semble, c'est-à-dire que nous, on l'a déployé pour le budget participatif et on souhaite l'utiliser pour autre chose parce que ça représente un investissement assez conséquent. Les réseaux sociaux qui sont mobilisés sont ceux de la collectivité. Alors malheureusement, l'Instagram de la ville de Soissons, je pense 130 followers, enfin, c'est vraiment pas terrible. Donc on a à peu près que Facebook, donc on touche les vieux. Enfin, je suis désolée de le dire, mais clairement, les jeunes ne sont pas sur Facebook.
Donc c'est un peu la limite de l'exercice pour nous sur les réseaux sociaux. Voilà, on utilise principalement donc le Facebook de la collectivité et on allie toujours présentiel et numérique. Il faut savoir que le dépôt de projet est disponible aussi en version papier. On n'a pas eu de dépôt de projet en version papier cette année, on a eu que du numérique. Mais voilà, on a cette option-là et surtout, nous, on s'appuie beaucoup sur les centres sociaux de la ville. En fait, tous les quartiers de la ville possèdent un centre social et c'est vraiment le relais principal du budget participatif et donc, pour le coup, vraiment présentiel pour accompagner, pour faire connaître le dispositif et accompagner les gens éventuellement pour déposer leurs propositions. Et ensuite, pour les votes, on a aussi vote papier possible et vote numérique. La première édition, on avait 2 tiers de vote numérique, 1 tiers de vote papier. La deuxième édition, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on a eu plus de vote papier, mais parce que aussi on a fait le choix d'être beaucoup plus visible sur des événements, en fait, voilà, des temps forts de la ville avec des urnes et du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec un bulletin, de demander aux gens de le remplir, même s'ils prennent un petit peu de temps, ils vont le faire assez rapidement et beaucoup plus rapidement que de se créer un compte et que de voter par voie numérique, sachant que la participation à Soissons, elle est à partir de 11 ans, que ce soit pour déposer des projets comme pour voter. Voilà, donc on va aussi, et on a aussi, nous, pas mal de liens avec les établissements scolaires. Et donc là, ça passe par du physique, par des rencontres dans les établissements scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Hélène? Alors, pour la ville de Lyon, donc 515 000 habitants, on a effectivement le site de la ville de Lyon, bien sûr, qui a relayé les informations, et sinon on a une plateforme ad hoc développée par Open Source Politics aussi, qui est ouverte sur le budget participatif et qui a vocation à devenir une vraie plateforme de participation citoyenne avec toutes les autres concertations de la ville. Donc on est en train de l'amender et avec tout le suivi du projet du budget participatif. Pour les réseaux sociaux, donc on a la com externe générale de la ville de Lyon qui avait diffusé les appels au vote ou les appels au dépôt d'idées relayés par les élus, mais on n'a pas du tout de réseau spécifique sur le budget participatif. On a été sur Facebook, mais on a même été sur Instagram, parce qu'on est très jeune à la ville de Lyon, donc on a eu quelques posts Insta. Je ne sais pas du tout si ça a vraiment porté ses fruits, mais en tout cas, il y a eu ça pendant la campagne, au moins de dépôt. Et pour le lien présentiel numérique, on est donc le dépôt et le vote se font uniquement en numérique avec un accompagnement autant que faire se peut en disant allez dans les bibliothèques, on a des agents formés à vous accompagner, même si on sait que ça a vraiment ses limites, ça n'a pas énormément fonctionné. Donc là, on s'apprête à faire la deuxième version l'année prochaine et on serait très preneur, je pense, d'avoir un temps d'échange là-dessus parce que évidemment, on aimerait bien développer le vote ou le dépôt en papier. Mais voilà, c'est aussi énormément de contraintes financières et d'organisation que vous connaissez. Voilà, donc on reste sur le compte que permet Open Source Politique, qui permet d'avoir un compte représentant, c'est-à-dire voilà, une personne de la ville qui remplit, mais c'est compliqué de faire du direct et c'est une opération toujours un tout petit peu longue. Voilà pour la ville de Lyon. Merci. Et pour la ville de Nantes? Oui, bonjour, je suis Véronique Vinet, ville de Nantes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, pas très bien, mais… Alors, je vais essayer d'être brève. Nous, la particularité de notre budget participatif, c'est que le dépôt se fait au fil de l'eau et il n'est pas sous la forme d'un appel à projet. Donc, le vote citoyen se fait au sein des 11 quartiers de la ville dans lesquels sont mis en place des comités d'animation composés d'élus, mais surtout de citoyens bénévoles. Donc, nous avons comme support évidemment une plateforme numérique pour la participation citoyenne qui comprend également, qui permet de suivre d'autres projets, les lieux à réinventer. Nous avons bien sûr une présence sur le site institutionnel de la ville et de la métropole. Et donc, tout au long de l'année, nous, on essaye en fait d'être présents sur le terrain
des stands budget participatif lors de temps forts de la ville, des temps forts de dialogue citoyen. Voilà, donc on essaye de faire vraiment une présence tout au long de l'année. Et on est bien sûr présent sur les réseaux sociaux, mais de façon classique, nous n'avons pas de réseau dédié. Merci. Et Angers, est-ce que l'une de vous, Karine? Ouais. Louise, ouais. Allez-y, Karine. Du coup, alors oui, Angers, on a effectivement le site internet de la ville qui informe de la politique citoyenneté. On a une plateforme numérique dédiée à la participation citoyenne qui s'appelle Écrivons Angers, qui a été développée en 2017 pour les besoins du budget participatif, mais pour le coup, c'est effectivement une plateforme qui est dédiée à l'ensemble des démarches participatives de la ville. Concernant les réseaux sociaux, donc ils sont utilisés pour la phase d'appel à idées et la phase de vote sur les réseaux dédiés de la ville, donc à savoir ce qu'on a déjà dit, Facebook, Instagram et Twitter. Et alors, contrairement à ce que a dit Aude de Tours, dans l'analyse des données, nous, ça nous montre que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un canal, on va dire, informatif. Ça réseaute pas du tout, ça veut dire que les publications, les gens qui sont abonnés, ceux qui sont intéressés, les likes, mais il n'y a pas du tout de partage, donc ça réseaute pas. Et surtout, ça ne transforme pas la participation. C'est-à-dire l'entrée sur et l'action d'aller voter ou éventuellement d'aller déposer une idée, c'est pas par là que ça passe. Par contre, là où ça fonctionne davantage, cette activité citoyenne, c'est-à-dire passer à l'action, c'est la newsletter de la plateforme. Alors bien sûr, là on va atteindre les personnes qui sont déjà sensibilisées aux démarches participatives sur les projets et les politiques publiques. Après, nous, sur Angers, on a aujourd'hui quasiment 10 000 personnes qui sont abonnées à la newsletter. Alors après, les newsletters, tout le monde ne les ouvre pas. Nous, elles sont assez courtes, succinctes, et elles amènent vraiment à agir, en fait. On ne retrace pas tout le mode d'emploi des dispositifs. Donc, on invite vraiment à agir. Donc, c'est à ces moments-là où on voit, entre guillemets, des pics de participation sur la plateforme. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que disait Stéphane et d'autres, nous, la première année, effectivement, alors je ne sais pas si c'est le côté nouveauté, on a eu 60% de… Alors, on a sur les deux phases, appel à idées et vote, on a du physique et du numérique. On a augmenter la partie physique, c'est-à-dire dépôt des idées et le vote via les urnes cette année. Mais par contre, donc la première année, on avait donc effectivement une participation numérique à 40% et qui se dégrade d'année en année, et ce, malgré, on va dire, une amélioration constante de l'outil numérique pour faciliter le parcours utilisateur pour voter. Donc effectivement, il y a alors, est-ce que c'est lié à un désengagement, un ras-le-bol du numérique, puisque on en est là, ou est-ce que pour le coup, c'est lié au fait que on se déploie énormément sur le terrain, que du coup, ça devient un rendez-vous, ça devient un temps aussi d'échange et un repère pour les participants. Enfin, c'est sous forme de questions que je lance ça. Enfin, voilà, la compréhension, je ne l'ai pas, mais ça peut faire partie effectivement des échanges pour ce webinaire. Et puis, donc, on n'a pas de… Nous, on se posait la question de réseaux sociaux dédiés au budget participatif. Alors, j'ai envie de dire pas tant à la fois pour la participation sur la phase de dépôt ou de vote, mais
on a un sujet, nous, c'est de donner à voir que les projets du budget participatif, ils se réalisent, ils sont concrets et ils sont utiles à la population. Et c'est cette communication autour d'un projet, enfin le dispositif, c'est une démarche, mais derrière, c'est concret, c'est des projets. Et là, on est en permanence en questionnement sur comment on donne à voir, comment on amène l'information, que les projets se réalisent, au-delà de faire passer ça dans le magazine municipal, de faire un post sur les réseaux sociaux de temps en temps en disant il y a un projet qui est réalisé, etc., ou des communiqués de presse. Voilà, j'ai lancé des questions, je laisse la parole. Hélène, allez-y. Oui, juste peut-être pour ajouter, parce que j'ai oublié, on a une plateforme numérique donc à destination du public, mais il faut savoir qu'on a développé aussi une plateforme en interne à la ville de Lyon pour le suivi des idées, donc qui a été développée sur Eudonet, puisqu'on a eu 1427 idées, c'est énorme de suivre tout ça. Et donc on a développé une autre plateforme, donc moins sur la partie communication, mais en interne ville pour le suivi de tous ces projets. Tu peux redire comment ça s'appelle? Ça s'appelle Eudonet. Paris a ça aussi. Voilà, ça coûte cher. Mais il faut se le dire. Mais quand vous êtes riche à Paris et Lyon. Mais voilà. Investir autant d'argent en investissement pour les habitants, à un moment, voilà, il y a tellement d'agents derrière, tellement qui sont là-dedans et qui peuvent souffrir de cette désorganisation que voilà, avoir un outil qui sert à ça, ça peut être pratique. Je suis à votre disposition. Est-ce que tu peux expliquer... Bonjour Hélène, Karine Angèle, Ville d'Angers. Est-ce que tu peux mieux expliquer à quoi sert cette plateforme exactement? C'est du suivi? Oui, en fait, parce que les plateformes qu'on a, OSP, Cap Collectif, tout ça, ont une interface qui sont intéressantes pour les habitants, mais par contre, pour le suivi en interne, c'est vraiment compliqué. Et en fait, là, les 1427 idées, vous savez bien, tous les projets qui arrivent ont des durées de vie très différentes. Certains, on sait que dès le début, ils sont pas bons. D'autres, il va falloir les analyser. D'autres, voilà, il faut les passer à 3 directions. Du coup, on rentre tous les projets. Là, on le faisait à la main, mais on va essayer de l'automatiser. On rentre tous les projets qui sont déposés par les habitants sur cette plateforme. On a formé nos référents dans les arrondissements, également dans les directions, à utiliser ce logiciel. Ils ont tous des accès. Et du coup, un projet, on dit, OK, ça correspond à la mairie du 3e arrondissement, mais aussi les espaces verts, les sports et l'éducation. Et eux vont directement sur la plateforme. C'est là-dedans qu'ils vont rentrer leurs analyses, que les mairies d'arrondissement vont voir les analyses, qu'on va réécrire les projets, et que par la suite, même, on met la réalisation des projets. Tel rendez-vous a lieu, telle date, machin. Ce qui permet de ne pas avoir du tout, enfin quasiment pas d'échange de mails en parallèle et de pas faire passe-plat entre les mairies d'arrondissement qui disent il en est où le projet, les directions qui disent non mais on attend la réponse de la mairie d'arrondissement. Voilà, on les reforme très régulièrement, vous avez tout est là-dedans et nous c'est de là-dedans qu'on pioche les éléments pour alimenter la plateforme à destination du grand public. Et donc ça, c'est piloté par le service démocratie locale, mais où chacun a la main une fois qu'il a... C'est ça. En fait, nous, on a juste créé le projet que j'ai absolument totalement pompé sur Paris, parce que j'ai travaillé à Paris avant et qu'ils avaient ça et c'était pratique. Donc, on l'a refait à la sauce lyonnaise et on a formé nos référents dans les directions qui eux-mêmes ont décidé s'il suffisait d'avoir une personne ou plusieurs en interne. Chacun arrive avec son accès, il peut y aller quand il veut, c'est accessible 24/24, 7 sur 7. Donc on peut très bien y travailler tout le temps. Les mairies d'arrondissement y ont aussi accès et ça permet d'avoir une transparence qui est assez super pour dire à chaque fois non mais mairies d'arrondissement vous saviez ce qui se passait, non mais direction vous saviez ce qui se passait parce que tous les éléments sont réunis sur cette plateforme. Du coup normalement il n'y a pas de déperdition d'informations et voilà et on peut suivre les projets et quand une nouvelle personne arrive parce que le budget participatif c'est sur un temps long. Quand une nouvelle personne arrive, là par exemple on a notre référence de sport qui s'en va malheureusement bientôt, on sait que la personne qui va revenir, il suffira de la former assez rapidement sur Eudonet, c'est assez instinctif, et par la suite il va avoir l'historique de tous les projets, les analyses qui étaient dedans, tout ça. Donc ouais, c'est assez pratique. Mais c'est un coup. Hein. Juste pour rebondir un peu là-dessus, parce que nous, on a eu la même problématique et en fait, on a détourné un Sphinx pour les logiciels de sondage et on a adapté la plateforme en faisant une plateforme pour le logiciel de suivi. Comme ça permet à nos conseillers de pouvoir avoir un suivi au fur et à mesure de ce qui se passe
et nous d'avoir un regard pour pouvoir de présenter et sur tout le long du processus, notamment de faisabilité, recevabilité, voilà. Et donc on a eu la même problématique, je pense que c'est un problématique de fond sur d'avoir une visibilité et pouvoir avoir des interactions claires, de permettre aussi aux agents qui font les instructions de pouvoir comparer avec des cas similaires pour pouvoir répondre la même chose aussi, avoir une égalité de traitement. On a développé la même chose dans Loire-Atlantique, on a 400 projets à peu près, 397. Julien? Oui, pardon. Oui, j'en avais parlé avec l'ENAIC, ça. Ouais. Donc, vous l'avez mis en place. Hein. Oui. Parce que nous, on l'a mis en place. Là, on a tâtonné, hein, par contre. C'est pas toujours simple vu qu'on le développe un peu par nous-mêmes, voilà, mais c'est fait. D'accord, parce que nous, on l'a, l'outil Sphinx aussi. Effectivement, j'en avais parlé avec l'ENAIC sur comment on peut optimiser toute cette partie du coup qui, elle, n'est pas visible du grand public, d'études, faciliter la vie à tout le monde là-dessus. Ouais. Okay. On peut en parler à côté après si tu veux, Karine. Oui, ouais, ça marche. Et il y avait un commentaire de Stéphane. Tu es encore là, Stéphane? Oui. Oui, je suis encore là, mais je vais devoir partir en fait. C'est juste de dire, Eudonnet, ça nous semblait effectivement l'outil complètement adapté pour ce qu'on doit faire quand on a beaucoup de projets, et on en a beaucoup chaque année à Rennes. C'était la difficulté pour nous, c'était de faire travailler les équipes de la direction des services numériques sur le développement de cet outil. Est-ce que je sais pas, à Lyon, finalement, ça a été adapté facilement, et est-ce que les services numériques ont suivi? Mais oui, mais en fait, c'est parce que ça a été fait directement par nous, en fait, parce que vu que je l'ai utilisé moi depuis 5 ans, 6 ans, et ben en fait, je savais exactement ce que je voulais. Donc, ça n'a pas été tellement porté par le numérique, mais plutôt directement par les services, parce qu'on savait exactement où on voulait aller. Donc, c'était beaucoup plus simple. Si jamais, c'est pas le sujet de la réunion, mais du coup, si jamais il y en a qui sont intéressés, qui ont voilà, un petit budget pour pouvoir le développer, parce qu'encore une fois, c'est un budget. Hein. Chez nous, ça a été accepté, mais voilà. Je suis à votre disposition, et en fait, voilà, faites des copier-coller en adaptant chez vous, et ça sera aussi simple. J'avais demandé l'autorisation à Paris, maintenant qu'on l'a, on l'a refait à notre sauce, et ça doit sûrement servir pour d'autres gens. Donc n'hésitez pas, moi je suis à votre dispo, on se fait un petit temps sur le sujet, et gagnons tous du temps. Hein. Et parce que gagner du temps sur le développement, c'est gagner de l'argent aussi. Pour nous donner une idée, parce qu'on vous parle d'argent, hein, mais ça nous a coûté 53 000 € l'année dernière. Mais c'est un outil qu'on va utiliser, c'est un outil sous licence, donc c'est pas hyper confortable et ça coûte une blinde. Mais c'est vrai que Hélène a beaucoup travaillé avec Eudonnet pour pouvoir avoir des fonctionnalités qui correspondent complètement au budget participatif et au lien qu'on a avec notre plateforme. Et c'est vrai que si on peut en faire profiter, ça peut être, c'est pas plus mal, quoi. On va être dans l'open source, c'est ça? Alors, Eudonnet n'est pas dans l'open source, non, mais nous, on est open source entre nous. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a aucun problème. Ça sortira pas d'ici. Super. Du coup, peut-être qu'on peut, si on a fait le tour de présentation, peut-être qu'on peut passer sur les échanges dans les commentaires. J'ai vu Lucie qui disait effectivement, il y a question sur la communication. Alors la communication sur les projets réalisés. Est-ce que c'est un sujet partagé, et comment chacun procède? Quels écueils vous avez pu rencontrer par rapport à ça? Nathalie, tu as ta main qui est restée levée. Ah, désolée. Stéphane? Je vais commencer, vu que nous, on n'en est pas là, mais c'est pour les réflexions que je peux avoir. Ce que nous, on imagine, c'est d'avoir à la fois, comme pour la phase de vote de projet, remettre un kit de communication pour la phase de réalisation aux porteurs de projet, pour leur permettre de dire on a réussi le projet, il est réalisé. Voilà, et de pouvoir sélectionner quelques projets qui sont
assez impactant, fort, représentatif, pour pouvoir nous en servir ensuite sur une seconde phase, sur la deuxième édition aussi, pour pouvoir montrer, pouvoir donner des idées à ce qui peut se faire dans un budget participatif avec, bon, en fonction des règles de chacun, parce que voilà, mais c'est un peu, nous on le voit plutôt comme ça. La question qui peut se poser aussi, c'est par rapport, comme tu le disais, Karine, sur le fait de montrer le suivi, de montrer que bah, ça a été financé par la collectivité ou pour le truc. Il y a peut-être des moments, des temps forts à partager avec peut-être avec les élus. Voilà. Nous, on sait que le réseau de conseillers qu'on a veulent aller au bout de cette participation. Tous les agents, ils ont créé du lien et ils veulent aller aussi lors des inaugurations, etc. Donc, tout ce côté-là, voilà. Aurélie, pour Biller. Oui, donc nous, en fait, depuis l'année dernière, on inaugure tous les projets qui ont été réalisés en présence d'élus et d'habitants. Donc ça, c'est une vraie valorisation des projets qui ont été faits. Ça marche plutôt pas mal, c'est très apprécié. Ensuite, on a tout le suivi en fait des réalisations dans le MAG, sur le site de la ville, dans la rubrique travaux que les habitants peuvent suivre au fur et à mesure. Et ce qu'on va faire à partir de cette année, c'est que sur tous les projets sur lesquels ce sera réalisable, on va les concevoir en chantier participatif. Du coup, ça va être aussi de l'appel aux habitants tout au long de la réalisation des projets pour qu'on ait des gens qui viennent notamment nous aider à la réalisation des projets qui ont été élus. Et du coup, quel relais en termes de communication numérique? Là, ça va être principalement sur tout ce qui est site de la ville et après sur mon newsletter aussi. Voilà, et réseaux sociaux du classique par rapport à ça, mais en essayant aussi de passer par les services collègues, entre guillemets, avec qui on bosse, hein, tout ce qui va être service culture, des sports, le centre d'animation, les écoles, le périsco, voilà, tous ces services-là qui peuvent aussi aider à la communication du budget participatif en général sur le territoire. Oui, vas-y, Karine. Du coup, moi je rebondis sur le côté inauguration qui, pour moi, c'est c'est la fin de la démarche avec les porteurs de projets, c'est-à-dire où effectivement services techniques, élus et porteurs de l'idée initiale concluent la démarche intégrale, c'est-à-dire depuis l'appel à idées jusqu'à la réalisation. Par contre, quand on est sur la phase de vote, et on le voit de plus en plus, notamment quand on est sur le terrain, on est en permanence interpellé par les citoyens qui sont hyper intéressés sur le fait de pouvoir choisir des projets sur cette phase de vote, mais ils questionnent, mais quid de ceux pour lesquels j'ai voté l'année dernière, etc. Et ça veut dire que entre chaque phase de vote, il n'y a pas cette lecture que ce sont des projets de la ville qui se réalisent. Et alors, j'ai pas la solution, hein, mais c'est nos questionnements aujourd'hui, parce que c'est aussi la crédibilité du dispositif. Nous, on en a quand même certains qui deviennent réticents à voter parce qu'ils n'ont pas cette lecture de est-ce que les projets c'est pour de vrai, voilà. Parce que nous on est à notre 6e édition, donc voilà, on en a quand même été les chercher depuis 6 ans pour choisir les projets qu'ils souhaitaient voir réalisés. Donc voilà, j'ai pas la solution, mais c'est une vraie question, et à mon avis qui doit interroger, je pense, tout le monde, parce que c'est quand même la crédibilité du dispositif au plus grand nombre, au-delà des porteurs de projets, hein, du plus grand nombre, de donner à voir l'engagement politique qu'il y a sur les crédits qui sont dédiés à la réalisation de projets citoyens, quoi.
En fait, pour Amiens, on est un peu dans le même cas, si vous le permettez. En fait, nous, on communique principalement sur notre outil de suivi, donc qui est Cap Collectif. On a une page qui est dédiée. Et en fait, c'est vrai que là, on n'en est qu'à notre 2e édition, on entame la 3e, mais on a aussi ce souci et on se demande aussi quelle lisibilité et en fait, qu'est-ce qui est pertinent d'inclure. Est-ce qu'il faut qu'à chaque phase, les citoyens aient de l'information, puisqu'en même temps, les projets ne sortent pas tout de suite de terre, donc c'est plus difficile aussi de donner à voir. Mais par contre, là, ce qu'on a pris le parti de faire, c'est que sur des balades urbaines, par exemple, on inaugure des projets où on donne de l'état d'avancement et on essaye de relayer sur les réseaux sociaux. En story, par exemple. Alors, ce n'est pas la solution idoine, mais c'est vrai qu'on se questionne aussi beaucoup sur comment on va faire en 2023 et les mois qui suivent, parce que c'est pour nous un vrai challenge aussi, parce que derrière, c'est vrai que c'est la crédibilité du dispositif qui est en jeu aussi. Voilà pour la remarque d'Amiens. Du coup, c'était Hélène ensuite. Il y avait Aurélie d'abord. Pardon, Aurélie, exact. Non, j'ai juste pas enlevé. Hop, je l'enlève. Et ben pour Lyon, nous, on n'a pas encore quantifié la déception ou non des habitants, parce que c'est que notre première édition. Donc pour l'instant, ils ne sont pas déçus. Donc ils ont déposé les idées en printemps dernier, voté en décembre, donc déjà 6 mois dans la tête des habitants, c'est beaucoup, mais c'est ce qu'il fallait pour l'instruction. Et là, on est vraiment mise en route, première édition des projets, donc rien que le temps de trouver des chefs de projet, c'était très long. Et le pari qu'on essaye de faire avec la direction de la communication, mais c'est quand même complexe à mettre en route parce que c'est vraiment différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Eux nous demandent beaucoup des dates de travaux, des tout ça, et en fait, on essaye de leur dire que c'est pas tant les travaux qui sont intéressants, parce que les travaux, une fois qu'ils sont faits, voilà, c'est pas que du on-off. Et on essaye de communiquer donc via la plateforme OSP pour le moment, et de mettre le maximum d'infos pour qu'il y ait le maximum de passages dessus, sur tous les petits rendez-vous de l'éclairage urbain était là à telle date, donc venez participer aussi. Donc évidemment, on ne déplace pas les foules pour le moment, mais on se dit que c'est un travail de longue haleine et qu'on va beaucoup communiquer surtout sur la mise en place des projets et faire participer les habitants à ces temps de rencontre avec les directions. Et donc, ça sera plus une communication, j'ai envie de dire presque événementielle, plutôt que juste mettre des plaques à un endroit une fois que le projet est fait, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué de laisser une plaque et puis qu'est-ce qu'on y met comme information et comment. Donc oui, c'est sûr qu'on mettra un petit peu de com comme ça, mais sinon, voilà, on essaie de communiquer sur la réalisation et de dire les projets sont en route, on les travaille avec vous. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci. Nathalie? Oui, je rebondis sur 2 choses. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à convaincre nos services communication qui voudraient communiquer que sur des inaugurations. Le travail en annexe des services et justement tout le long donc des réalisations, ça les intéresse beaucoup moins. Deuxièmement, peut-être sur les phases d'appel à idées ou de vote, si on est en présentiel, peut-être qu'il faut-il faire des récapitulatifs de ce qui a été fait. Moi, je l'envisagerai bientôt puisqu'on n'est pas encore en phase d'inauguration complète. Et ensuite, faut rappeler quand même que le budget participatif, c'est quand même de la pédagogie. Et je pense qu'en fait, il y a aussi dans la pédagogie savoir les contraintes d'une collectivité et le temps aussi qui n'est pas le même. Donc, j'insiste lourdement auprès de ceux que l'on voit, mais après, il y a tous ceux qu'on ne voit pas, comme dit Karine, pour leur dire que ça ne marche pas comme on fait à la maison. Si on veut une balançoire, on ne va pas chez le roi Merlin, on ne va pas acheter la balançoire, on la met. Il y a tout des services qui travaillent derrière, et c'est aussi le budget participatif sert aussi à communiquer sur ça, sur le fait qu'une collectivité, elle a des contraintes autres que celles de la maison, voilà. Hélène, tu voulais reparler? Non.
Juste applaudi, acclamé. C'est pour dire oui, il faut faire de la pédagogie, c'est ça. Dans la continuité de mes questionnements tout à l'heure, du coup, en réflexion autour de ça, et je disais que effectivement, le temps de réalisation, on essaye qu'il soit court, mais c'est pas le temps de l'habitant. Le temps administratif, il est pas le temps de l'habitant. Et du coup, on a souhaité développer déjà sur notre plateforme, sur cette page d'accueil, d'avoir une page, comment on va dire, actualité. Et l'actualité, pour le coup, ça ne serait pas de donner à voir un projet qui sorte de terre, mais de donner à voir, par exemple, c'est le début du chantier pour l'aménagement d'un projet lauréat. C'est-à-dire de donner à voir que c'est en cours avec des étapes, avec éventuellement des visuels en disant, vous voyez, ça démarre, etc. Donc ça, l'idée, c'est alors que ça soit numériquement inscrit sur la plateforme dédiée à la participation citoyenne, pour le coup que ces actualités puissent aussi être relayées via la newsletter, mais là on touche bien sûr les citoyens qui sont déjà inscrits dans les démarches participatives, et donc c'est les autres après. Et on a eu des mobilisateurs qui étaient étudiants sur les phases de vote, et c'est eux qui me disent, mais en fait, pourquoi vous ne faites pas un Insta budget participatif, et avec justement toutes ces actualités des projets qui se réalisent, etc. C'est ça qui regarde aujourd'hui les jeunes. Il faut un visuel, il faut avec une petite info qui va derrière. Alors nous, la ville aujourd'hui, on n'est pas du tout raccord avec le service com là-dessus. Après, on se pose la question, les réseaux sociaux, c'est aussi du temps de travail dédié. Et puis, on s'était dit, Paris l'avait fait, moi j'avais trouvé ça chouette, ils avaient fait un numéro spécial du magazine municipal dédié aux réalisations du budget participatif. Alors bien sûr, ils étaient rendus à ils avaient je sais pas combien de projets lauréats à Paris, donc ils avaient de la matière. Donc bien sûr, la première année c'est complexe parce que du coup on n'a pas grand chose à donner à voir pour l'instant. Mais là voilà, au bout de 6 éditions, on commence à avoir un peu de matière pour montrer, pour visibiliser que c'est du concret, le budget participatif, quoi. Voilà, mais voilà, c'est des idées, c'est des réflexions, des idées qu'on a rangées, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a pris forme pour voir si ça a un impact, une plus-value, etc. Alors, si nous, en complément, quand on est sur la phase d'appel à idées, quand on se déploie sur le terrain, parce que voilà, il y a la partie numérique, et puis après, comment on vient, associer notre présence sur le terrain, on est en présence de, je vais appeler ça comme ça, un type catalogue. Alors, on a la tablette numérique pour éventuellement une consultation numérique, mais on a aussi de façon très visuelle un catalogue vertical où on peut consulter tous les projets qui sont réalisés, et puis bien sûr aussi tous ceux qui sont encore en cours de réalisation. Voilà. Mais tout ça, c'est lié à notre présence sur le terrain, et c'est pas de la communication dématérialisée. Donc voilà. Il reste 2 prises de parole et je suis aussi maître du temps. Il est 14 h, donc on vous laisse la parole, Stéphane et Julien. Ensuite, Monsieur Descombes. Oui, merci Hélène. Oui, juste pour ajouter au propos d'Hélène, justement, les balades urbaines, ce que nous organisons une fois par mois entre le mois de mars et le mois d'octobre avec les habitants, où on leur montre des projets amiénois. On profite effectivement de cette période-là, de cette journée, pour inaugurer des dossiers, mais ça suffit pas. Au niveau de la com, c'est clair, ça je suis d'accord avec tout le monde. Karine vient de parler d'un problème assez complexe avec le service communication. Je pense que
on est nombreux à rencontrer ce problème-là. Le service com d'une ville est débordé par enfin, ils ont le choix, des choix compliqués à faire au niveau de l'information à diffuser. Et c'est vrai que de diffuser la progression des dossiers, c'est compliqué aujourd'hui. Donc j'ai proposé aussi, moi, à la ville, pour l'instant, ça a été retoqué, mais de faire une page dédiée, soit par réseau social, soit une page sur le site internet. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'écoute à ce sujet. Toutefois, il y a un point qui est important pour nous. On met un point d'honneur à Amiens d'associer le porteur de projet depuis le dépôt de son idée jusqu'à la réalisation et l'inauguration. Et par cet intermédiaire-là, on a de la com qui est intéressante parce que le porteur de projet, lui, qui vient aux réunions d'instruction, de préparation avec les services, lui, il communique beaucoup sur sa communauté et sur le suivi de son dossier. Et donc ça fait vraiment un bon coup de com supplémentaire sur le dossier concerné. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Julien? Et moi, je voulais aussi préciser, on est en train de réfléchir à faire des petites vidéos avec les porteurs de projets, justement, pour qu'ils puissent à la fois expliquer le début du dépôt de projet, la phase d'instruction, comment eux, ils l'ont ressenti et la réalisation, et participer à ce côté à la promotion, à l'aspect pédagogique du dispositif, et de montrer que de bout en bout et que ça arrive au bout. En fait, on est en train de voir ça et d'utiliser ces vidéos-là, notamment sur des réseaux sociaux où c'est assez facile, enfin c'est possible, YouTube, sur Facebook, sur différents réseaux sociaux. Voilà. Merci. Merci pour vos échanges. Je pense qu'on pourra en parler encore pendant des heures. Est-ce que, Karine, on passe au point suivant puisque le temps est écoulé? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon. Oui. Non, je voulais juste d'abord deux choses. Merci beaucoup Hélène, il va falloir que je quitte aussi la réunion maintenant. Deux points qu'on n'a pas soulevés. Nous, on a quand même aussi une carte interactive de l'ensemble des réalisations. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de la phase, disons, de comment démontrer aux habitants qu'ils ont raison de faire confiance et qu'ils ont raison de rentrer dans le système de cette participation citoyenne, cette carte interactive sur la plateforme qui est dédiée Écrivons Angers, qu'a évoqué Karine aussi tout à l'heure. Il y a dans mon quartier réalisation des projets passés, donc on a les 91 projets en cours, avec aussi le pourcentage de réalisation, si c'est à 100%, 50%, 0%. Sur cette carte, donc ça c'est pas mal. Deuxième chose, on a dans la continuité de ce que vient de dire aussi Julien, en fait une formation aussi au pitch, parce que savoir présenter son projet très rapidement, c'est compliqué, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et là, c'est une nouveauté aussi de cette année, c'est savoir pitcher et le faire en 30 secondes, voilà. Et ça, c'est avec notre comptoir citoyen aussi, pour les porteurs de projets, on va pouvoir le remettre en place l'année prochaine. Et voilà, c'était les deux points que je voulais souligner. Je voulais remercier particulièrement Hélène pour cette timekeeper de la réunion et puis des échanges qu'on a eu aujourd'hui. Ça continue maintenant ou on s'arrête On continue, on a prévu d'autres petits points avec Karine, oui. D'accord. L'autre Karine. Moi, je vais quitter maintenant. En tout cas, remercier l'ensemble des participants de cette réunion. Et vous en particulier, Hélène, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Karine, je te laisse poursuivre. Oui, très rapidement, c'était pour vous partager notre... mince, c'est pas du tout ça que je veux vous montrer. C'est bon, c'est ça? Vous voyez mon écran? Voilà. Oui. L'espace collaboratif, du coup, des adhérents du réseau national des budgets participatifs. Et ce dont Hélène parlait en introduction, c'est recensement de thématiques
qui pour l'instant, effectivement, puisque c'est notre premier temps, émane des membres du réseau qui sont membres du CA, mais on a un document qui est un document, un tableur collaboratif que vous pouvez renseigner. Alors, on a inscrit des thématiques qui nous semblaient, enfin, en tout cas pour lesquelles on souhaitait avoir des retours d'expérience pour continuer à améliorer nos dispositifs. Le principe, c'est que chacun, là par exemple, étant donné les échanges qu'il y a eu, je pense que peut-être sur le vote en tant que tel, on pourrait rajouter un sujet. Après, comment ça fonctionne, c'est il y a le sujet, mais après, c'est les questions qu'on se pose autour, enfin, des questions qu'on se pose autour du vote. Ensuite, ceux qui sont intéressés par les thématiques, on vient soutenir les thématiques. C'est pour donner à voir aux membres du réseau qui pilotent un petit peu cette commission animation, savoir les sujets qui répondent au maximum d'attentes. Et puis, faut pas hésiter à se positionner en tant que, entre guillemets, animateur. Alors, animateur, hein, c'est ce qu'a fait Hélène aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on fait un lien visio et puis on structure le contenu et les échanges de ce webinaire. Et puis, on peut rajouter également le lien visio ou des liens de ressources qu'on peut avoir aussi en lien avec cette thématique. Donc, en fait, on vous invite à aller vraiment faire un tour sur cet espace collaboratif du réseau. Dedans, vous trouverez aussi l'ensemble des membres de l'annuaire du réseau, donc tous ceux qui sont aujourd'hui membres actifs ou membres associés. Et puis, on a pour l'instant aussi mis une section espace ressources avec des sites référents où on peut aller chercher du contenu pour se nourrir pour nos budgets participatifs. Un espace aussi foire aux questions, ça veut dire au-delà des thématiques qu'on voudrait voir échanger, quelqu'un qui se pose une question et qui, sans attendre d'avoir un webinaire, on peut poser une question ici et chacun peut contribuer à répondre à la question. Et ici, après, viendront un petit peu, par exemple, l'enregistrement de ce temps de webinaire. Je pense qu'on le mettra ici, ça veut dire qu'on pourra à n'importe quel moment, ceux qui n'étaient pas présents ou ceux qui étaient présents, et s'ils souhaitent revenir sur l'audio du webinaire. Voilà. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous informer que c'était un espace qui était ouvert à tous, qui n'est pas juste pour les membres du conseil d'administration. Et puis, peut-être finir, mais je pense que vous le savez déjà, on n'a pas de prochaine date pour l'instant, hein, on n'a pas fixé de prochaine date de webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins à le signaler aussi justement dans ce document là, collaboratif en disant, en fléchant une date butoir parce que vous avez une échéance, si vous voulez avoir vous nourrir de l'expérience des autres. Et puis, si, autrement, c'était terminé sur les prochaines rencontres. Lors des prochaines rencontres, il y aura aussi un atelier, me semble-t-il. Alors, c'est dommage que Bordeaux n'était pas là, parce qu'a priori, Bordeaux ont mis en place un réseau social ville uniquement en budget participatif. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu leur retour. Mais sur les rencontres, il y aura effectivement la bonne place du numérique pour le budget participatif. Voilà, ça sera un autre, dans la continuité de ces échanges, un autre temps en présentiel pour le coup, donc plus convivial, qui sera à Bordeaux le 8 et 9 novembre. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, hein, vous inquiétez pas, hein. C'est normal. C'est en cours de planification. Voilà. J'ai rien oublié? Si. Non, ça c'était bon. Par contre, peut-être juste l'info sur les rencontres européennes, puisqu'on sera aussi présent là-bas. Oui,
Ben oui. 27-28 juin à Rouen, les rencontres européennes. Alors, on y sera, nous, en tant que participants, mais aussi en tant que réseau, où il y aura un temps le 27 le midi, où on sera sur un apéro information informelle du réseau. C'est-à-dire on aura un espace dédié pour échanger sur c'est quoi le réseau, à quoi ça sert, venez nous rejoindre. Donc vous êtes les bienvenus. Hein, c'est pas que les membres du conseil d'administration qui sont voués à être là. Et puis, on aura par contre là, du coup, un conseil d'administration aussi le 28. Donc là, sont concernés effectivement que les membres du conseil d'administration. Et du coup, ça sera avec plaisir. On pourra se retrouver là-bas et s'il faut, on pourra se faire un webinaire en présentiel sur un sujet. Est-ce que peut-être on peut déjà savoir si certains d'entre vous seront présents à l'une de ces rencontres, peut-être au moins à Rouen déjà? Vous savez ou pas? Vas-y, Julien. Moi, je serai présent. Enfin, toute l'équipe, on est présent à Rouen, donc on sera content de vous voir en vrai. C'est bien aussi en vrai. Ouais. Oui. Moi, j'avais une question à vous poser comme ça. On ne sait jamais. Dans la problématique du vote figital et de l'accompagnement des habitants, on se retrouve avec, vu que le vote se fait en hiver, c'est pas simple pour trouver les salles. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et l'idée se faisait d'avoir un bus numérique pour pouvoir faire ce rassemblement. Est-ce que par hasard, certains d'entre vous auraient une solution à ça, au fait que on puisse. Est-ce que vous avez quelque chose, vous savez, vous connaissez des sociétés qui les louent ou des trucs comme ça? Voilà. Nous, on peut vous prêter notre bus, mais il faudra l'aménager. Ouais. Nous, on avait un minibus qui faisait à l'époque les permanences de proximité et on l'a réaménagé. On l'a équipé de panneaux solaires et on se déplace comme ça, avec des ordinateurs et voilà. Ok. Et je note vos noms. Hein. On pourrait mutualiser, si ce n'est pas sur les mêmes périodes, on pourrait mutualiser nos moyens. Hein. C'est ça. Mais clairement, en fait. Bon, alors par contre, Nantes et Angers, c'est plus près qu'Albi. Hein. Ouais. Ça va te coûter plus cher. Ça rentre dans un triporteur. Ouais, alors nous, on a un triporteur électrique. Il a dit l'hiver. C'est les services civiques qui se déplacent en ville en triporteur électrique. Et pour la phase de vote, mais pour le vote physique. Ouais, pour toute la phase du BP, en fait, vote et dépôt de projet. Nous aussi, hein, on a triporteur, stand, camion. Nous, on a pitié pour le triporteur parce que bon, faire toute la Loire-Atlantique en triporteur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et nous, à Lyon, on a tout mis dans le donnet, on n'avait plus d'argent, alors on a tout fait à pied. On s'est baladé dans les bibliothèques, pour aller se réchauffer, mais voilà, on a fait notre choix. Et puis de sous. Mais pour parler de ce logiciel de suivi, je réfléchis à la question avec quelqu'un que je connais qui pourrait pour développer ce logiciel et en open source pour avoir un coût assez réduit et puis d'avoir quelque chose de facile à. C'est un sujet sur lequel on est tous confrontés, je pense, d'avoir en interne et pour aussi avoir minimisé l'effet de boîte noire de cette période d'instruction, quoi. Pour avoir un. Enfin, bref. Tout à fait. Ah, on a des chantiers, c'est super. Quand il n'y en a plus, il y en a toujours. Il y a des projets, c'est bien. On avance. Bon, Hélène, vas-y, tu peux conclure. Eh bien oui, on va conclure. On a dépassé le temps, mais vraiment, on voulait tous vous remercier et d'avoir apporté vos témoignages, vos contributions, de pouvoir avoir ce lien avec vous pour continuer à avancer ensemble.
Merci à toi, Karine, de m'avoir accompagnée aussi dans la préparation du webinaire et pour la co-animation. Mais je pense aujourd'hui qu'on était aussi sur un mode très participatif. Chacun a pu s'exprimer. Donc, on a hâte d'organiser un nouveau webinaire. Surtout, n'hésitez pas, soyez force de proposition. Vous avez aussi toute votre place dans le réseau. Et c'est extrêmement important qu'on puisse avancer avec vous et ensemble. Donc, merci à tous. Et bon après-midi. Merci. Et je serai plus. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée à tous.